Donc la technique avec un grand T, ça nous vient de Jacques Ellul, qui est un grand penseur technocritique, théologien protestant. Il a inventé cette notion, comme j'expliquerai, elle vient distinguer la notion de technique avec un S et un petit t. Pourquoi je fais ce cercle ? Parce qu'être libre, c'est d'abord connaître ce qui nous détermine. Elle est d'Ellul, celle-ci. On déplore très souvent la mort du politique, on en a encore parlé la semaine dernière avec Antoine de Crémier. Accuser le libéralisme, je pense, aujourd'hui au XXIe siècle, n'est plus suffisant. L'époque moderne est morte. On est rentré dans l'époque post-moderne. Et même les libéraux ont dû ralentir ou cesser leur combat, vu qu'ils n'ont plus grand-chose à consommer aujourd'hui. Notre époque est industrielle dans tous ses aspects. Nos vies sont bien plus gouvernées par des logiques mécaniques, des algorithmes et des procédures que par la politique. Réfléchir à la politique en ignorant les déterminismes que lui impose la technique, c'est un aveuglement intolérable pour tout mouvement qui a l'ambition de reprendre le pouvoir. Bon, j'ai donné déjà quelques termes un peu obscurs. La technique, les machines, même les outils, tout ça serait à définir. Et je vais commencer par ça, avant même de donner les déterminismes que nous impose la machine. Définir la technique, c'est pas facile, car chaque auteur de l'école que je présente, c'était l'école technocritique, comme on l'appelle, a son propre mot et sa propre définition, ce qui ne simplifie rien. Ce néologisme est de Jacques Ellul. Il distingue sans cesse la technique avec un grand T, qui décrit comme un système environnant autonome, j'y reviendrai, dans lequel l'homme est pris au piège, des techniques avec un petit t et un s. Donc notez bien, quand je parlerai des techniques, au pluriel on parle bien de celles-ci, qui sont des savoir-faire, techné, qui sont des arts, universellement présents dans l'histoire humaine. Il n'est pas question, en critiquant la technique avec un grand T, de dire qu'il faut abandonner toute technique au pluriel. Ce serait complètement stupide. Même à l'âge de pierre, il y avait des techniques. Ils prenaient des silex, les cassaient, ça faisait un silex pointu. Déjà, c'est une technique. Faire du feu est une technique aussi, donc il n'est même pas question de... Enfin, c'est consubstantiel à l'homme. Du coup, vu que tout le monde a un peu sa définition, je vous propose une synthèse à but pédagogique, plus qu'universitaire. C'est ma définition, elle vaut ce qu'elle vaut. Peut-être que si vous vous intéressez à cette école, vous lirez d'autres auteurs, vous trouverez une autre définition. C'est la mienne. Retenez que la technique, avec un grand T donc, est l'ensemble des machines héritées du passé, dont le fonctionnement présent détermine notre avenir. Voilà la définition que j'en donne. Du coup, ça ne résout rien parce qu'il faut que je vous définisse ce que c'est qu'une machine. Et là encore, c'est un peu le foutoir au niveau des définitions. Tous les auteurs ont un peu leur définition. Là aussi, je vous propose une synthèse qui est de mon cru. Qu'est-ce qu'une machine ? C'est un outil, donc un instrument permettant à l'homme de changer le réel. Sauf que contrairement à l'outil simple, une machine contraint l'utilisateur à rester dans les bornes définies consciemment ou non par les concepteurs de cette machine. Si vous prenez un marteau, par exemple, une fois que le marteau est sorti de la forge, vous êtes libre de l'utiliser comme bon vous semble. Le forgeron n'a aucune prise sur vous, il n'a pas la possibilité de vous interdire d'enfoncer un clou qui ne soit pas réglementaire, ou même un crâne, vous avez parfaitement le droit. Les conséquences pénales notamment ne peuvent survenir qu'ensuite. De même, comme nous l'apprend Claude François, vous êtes libre de cogner quand vous voulez, de jour comme de nuit. Ni les modalités, ni les techniques d'usage, j'ai dit que ce serait musical ce cercle, ne sont restreints a priori par le concepteur. Elles peuvent l'être a posteriori par des déterminants socioculturels, juridiques ou autres, mais a priori, il n'y a aucune limite sur ce que vous pouvez faire avec l'objet. Donc, pour résumer ce que je viens de dire, une machine est la mécanisation d'une technique qui fige le rapport autrefois souple entre l'homme, l'outil et le réel. Bon, on peut me dire, mais qu'est-ce que c'est qu'un outil alors ? Alors un outil, là le philosophe Marshall McLuhan, qui a écrit l'excellent livre Comprendre les médias, chez lui, le sens de média ou de médium n'est pas à prendre au sens où on l'entend nous, la télé, la radio. Ce sont des médias, oui, mais la notion de média chez McLuhan, c'est tout. Une chaussure est un média, une route un média. En fait, ça revient à la notion c'est une technique, un média pour lui. Qu'est-ce qu'un outil ? C'est une prothèse, une extension du corps humain, extérieure à lui-même, qui fait l'interface entre nous et le monde, donc qui modifie non seulement la manière dont nous changeons le monde, mais également la manière dont le monde revient vers nous, dont le monde est compris par nous. Les cybernéticiens, notamment Norbert Wiener, les voient comme une étape intermédiaire. Ils voient l'homme comme un système d'entrée-sortie, avec une boucle de retour. Donc on fait quelque chose. Par exemple là, je prends un marteau, je me tape sur le doigt, j'ai fait quelque chose et j'ai un retour. Avec un outil, à la fois l'action et le retour va changer. Si je me tape dessus avec le poing, c'est pas pareil, je me tape dessus avec un marteau. Et pareil, c'est pas la même chose si j'ai par exemple un gant protecteur qui va atténuer le marteau. Je change donc mon rapport au réel. Et tout outil atrophie l'organe qui, symboliquement ou physiquement,
est relié ou associé à lui. Je prends un exemple. La corne que nos ancêtres avaient sous les pieds, depuis qu'on a des chaussures, on ne l'a plus. Voilà un exemple. Donc un outil, c'est une extension de nous-mêmes. Je viens de terminer avec cette introduction. J'ai essayé de la faire assez courte, assez concise pour bien poser les 3 termes que sont technique, machine et outils. Et mon but avec ce cercle, c'est pas de vous faire un cours de technocritique, c'est juste de vous résumer cette école et de vous donner les clés pour comprendre. On vit dans un monde qui est industriel, mécanique, technicien, prenez l'adjectif que vous voulez, mais un monde où nous sommes, comme je l'ai dit, plus déterminés par la technique, par les machines, que par la politique. Donc je vais vous donner un peu les clés. Qu'est-ce que ça implique d'être entouré de machines? Qu'est-ce que ces machines ont comme loi, ont comme règles? Quels sont les déterminismes qu'elles posent sur nos sociétés et sur nous? Voilà le but de ce cercle. On va piocher ça chez de nombreux auteurs, mais on va également utiliser des artistes comme médiateurs. 2 notamment, Tolkien, donc je pense qu'il n'y a pas besoin de dire qui est Tolkien, je pense que tout le monde connaît Seigneur des Anneaux ou le Hobbit au moins, à qui l'affiche rend donc hommage. Vous avez remarqué, l'affiche de ce cercle, c'est les 2 tours. Bon, après, il y a eu un débat dans les commentaires, ça c'était Barad-dûr et Hortense, ça c'est les débats de spécialistes, je ne vais pas rentrer dedans. Mais également Black Sabbath, qui est le groupe phare du heavy metal anglais, qui ont sorti à la fin des années 90 un morceau tellement riche qui va être le fil rouge de notre cercle. Ce morceau, c'est Computer God. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un album très tardif de Black Sabbath, Dehumanizer. Et je vais vous faire écouter ce morceau de suite. Et ensuite, on va analyser le texte, qui sera le fil rouge de notre cercle. Waiting for the revolution, nuclear vision, genocide. Computerized God, it's the new religion. Program the brain, not the heartbeat. Qu'est-ce que reproche donc Yomi qui a écrit cette petite merveille? Qu'est-ce qui reproche à la technique? C'est d'abord le remplacement de Dieu par la technique, dans la veine d'autres. Donc ce remplacement de Dieu par la technique, ça sort pas de nulle part, ça vient de Jacques Ellul, Gomez Davila, Heidegger et d'autres. C'est un point capital, pourquoi? Car il résout le vieux problème théologique du libre arbitre et de la grâce. Qu'est-ce que c'est que ce problème? C'est est-ce que nous sommes libres, parfaitement libres, ou déterminés du début à la fin par Dieu? L'excellent livre de Pierre de la Côte, Apocalypse du progrès, retrace l'histoire de cette question en partant des païens, puis passant par saint Augustin, puis par les modernes, enfin cette question des païens à nos jours. Pose autrement, et posant en termes peut-être plus modernes et plus scientifiques, comment pouvons-nous être libres alors que la science a prouvé que l'univers est déterminé par des lois physiques implacables? Voilà comment on peut reformuler ça. Alors que le catholicisme en fait un mystère et refuse de trancher dans un sens ou dans l'autre, la technique, elle, choisit juste de balayer la question. La mécanisation chasse la grâce, donc chasse la volonté de Dieu ou chasse le hasard, comme vous appelez ça comme vous voulez, que ça existe ou non, ce n'est plus la question, en remplaçant un environnement que nous ne contrôlons pas, donc où il y a du hasard ou de la grâce, là encore, par un assemblage préprogrammé de machines issues du libre arbitre de l'homme. L'homme est libre de concevoir ou non les machines qui détermineront demain. La volonté de Dieu impénétrable est alors remplacée par une prédestination bien humaine où l'homme utilise son libre arbitre présent pour sécuriser l'avenir à l'aide de machines. Ce qu'on appelle aujourd'hui en anglais le risk management, mais en français la gestion du risque. Il y a un mot, c'est tout. Ce faisant, l'homme réduit le libre arbitre de ceux qui hériteront de cette machine, au nom du sien propre. En voulant chasser la part de mystère du monde, l'homme empiète sur le libre arbitre de ses enfants. On retrouve cette thématique chez Tolkien, pour qui la machine est toujours une solution de facilité, une mauvaise solution visant à matérialiser nos désirs en écrasant les autres hommes. Dans la mythologie de Tolkien, la machine suprême, c'est l'anneau unique, et dans tout son univers, la magie représente la puissance, utilisable autant pour écraser, Morgoth, Sauron, que pour élever, comme Gandalf. Et on le voit dans toute l'histoire du Seigneur des Anneaux, trop de puissance est toujours une tentation intenable pour les simples mortels. Premier enseignement de ce cercle, la machine est une contrainte que nous imposons à ceux qui l'utilisent. Nous empiétons sur le libre arbitre de ceux qui nous succèdent. Il convient donc de se poser la question de la légitimité de cet empiétement, qui est une question hautement politique. On passe donc au second couplet, qui est beaucoup plus long. Alors, juste excusez mon accent déplorable, je sais que j'ai un accent anglais déplorable, oui, enfin un accent français déplorable dans mon anglais. Onward, all you crystal soldiers, touch tomorrow, energize, digital dreams, and you're the next correction. Man's a mistake, so we'll fix it, yeah. Take a look at your own reflection. Right before your eyes, it turns to steel. Bon, celui-là est beaucoup plus poétique. Et j'en ai rassemblé 2 d'ailleurs, vous avez vu, j'ai triché. Qu'est-ce qui est pointé ici du doigt? C'est le concept d'obsolescence de l'homme développé par Gunther Anders. Alors Gunther Anders, pour resituer, c'est un philosophe qui a été brièvement marié à Hannah Arendt
donc l'immédiate après-guerre, qui a théorisé l'obsolescence de l'homme, qui on le verra est en deux volets. Qu'est-ce que l'obsolescence de l'homme? C'est de dire que la perfection de nos instruments et la puissance des machines que nous avons créées sont de plus en plus limitées par la faiblesse de l'homme qui les utilise. Misérable paquet de chair. Anders souligne que l'homme est devenu incapable de penser les conséquences de ses actes, d'abord car la puissance des machines dépasse son imagination, mais également par le jeu de la dilution de responsabilité qui a été théorisée donc, par sa femme d'un temps, Hannah Arendt. Faute du supplément d'âme dont parlait Bergson, l'homme moderne est capable de tuer des millions de gens en appuyant sur un bouton, mais serait bien incapable de les pleurer tous. Faute de sentiments, qu'est-ce qui reste? Le malaise, voire la franche maladie mentale comme celle qui a frappé Robert Oppenheimer, le père de la bombe. Ce phénomène, Anders l'appelle le décalage prométhéen. Nous sommes de plus en plus en décalage avec nos propres créations, ce qui provoque un malaise, un mal-être. Ce décalage prométhéen engendre ce qu'Anders appelle la honte prométhéenne. La honte prométhéenne, c'est que l'homme est tellement insignifiant ou se sent tellement insignifiant par rapport à ses créations, tellement incapable de reproduire lui-même ou de comprendre seul le fonctionnement des vastes assemblages mécaniques qui l'entourent, qu'il développe un complexe d'infériorité envers ses créations. Deux types de réactions en découlent, soit un masochisme suicidaire, une haine de soi destructrice, à caractère politique comme le gauchisme ou non comme l'hédonisme ravageur, on peut avoir les deux aussi, soit une volonté de se transformer en machine, soit par mimétisme, comme Chris Dancy, soit par augmentation, comme le préconise Ray Kurzweil, le prophète du transhumanisme. Alors Chris Dancy, c'est un développeur américain qui a eu la folle idée un soir en rentrant chez lui de programmer chaque aspect de sa vie grâce à des capteurs. Il y a un très bon article de Libé sur lui. Par exemple, la lumière s'allumait quand il rentre dans une pièce, parce qu'il est détecté avec du NFC. Selon son humeur déduite de ses derniers messages sur son téléphone, la musique change chez lui pour l'apaiser, pour lui donner le punch. Que des choses dans ce genre-là. Ça allait très très loin. La chasse d'eau se tirait toute seule quand il se levait. Ça allait très très loin. Ce type-là a fini à l'asile. Il en est sorti au bout de quelques années et aujourd'hui il prône la déconnexion et le choix délibéré de laisser tout ce qui n'est pas nécessaire au hasard tranquille. Enfin, tout ce qui n'est pas nécessaire au hasard, donc. Pour le philosophe Fabrice Adjadj, immense philosophe, je vous encourage à aller voir, il a beaucoup écrit sur les machines. Le rêve d'augmentation est celui d'un homme diminué. Ayant échoué en tant qu'humain, inadapté à la société artificialisée, l'homme espère qu'il réussira mieux en tant que machine. Le sujet, donc nous, ne progresse plus, ne croit plus en lui et compense en faisant progresser l'objet. Il adopte ce travers très bien connu des puritains, qu'est la haine du corps, mais en version athée. Ne croyant plus à l'ascèse et à la discipline austère de leurs arrière-grands-parents, les prophètes de la Silicon Valley n'ont pas pour autant renoncé à exorciser l'homme du mal qu'il ronge. Faisons entrer en nous la machine, cet être pur. La haine du corps de l'incarnation est très présente chez les transhumanistes. Il suffit de voir Ray Kurzweil, qui rêve d'ubiquité par le téléchargement de sa conscience dans le cloud. Sergey Brin, le patron de Google, qui est terrifié à l'idée de mourir, quand d'autres voudraient simplement utiliser les augmentations pour devenir plus habiles, plus intelligents, bref, dépasser les limites imposées par le corps humain, par l'incarnation. Là-dessus, on va continuer dans le cercle 2.0, je vous conseille l'excellent jeu Deus Ex, mais pas le dernier. Human Revolution, celui d'avant. Si vous voulez un résumé de ce qui pourrait arriver avec les augmentations, sans être ni trop catastrophiste, ni trop optimiste, très bon jeu. Second enseignement, la technique vient soigner le malaise de l'homme qui n'a pas accepté ses limites. Comme le serpent biblique, elle vient lui proposer monts et merveilles sans lui présenter de suite l'addition. Troisième couplet, Love is automatic pleasure, virtual reality, terminal hate, it's a calculation, sending the child for connection. La conception de la machine, et ça Hannah Arendt l'a noté, interdit toute forme d'amour, propre de l'homme et chez les chrétiens de Dieu. Même si le technicien voulait inculquer l'amour à une machine, il ne le pourrait pas. Conséquence, dans le monde technicien, l'amour est remplacé par un ersatz, le plaisir, qui en a même usurpé le mot. Maintenant, on confond allègrement l'amour et le plaisir. Si l'amour ne peut pas passer la barrière de la machine, les autres passions le peuvent. La haine, notamment. Arendt nous explique dans le système totalitaire qu'il est possible de construire des échafaudages de haine. Et pire, une machine conçue avec la haine pour but n'a pas besoin d'être servie par des opérateurs haineux pour fonctionner. Les camps nazis en sont l'exemple. De même pour l'avarice. Les financiers d'aujourd'hui n'ont pas besoin d'être avares pour faire fonctionner le système financier. On revient à ce que je disais dans la première partie. La machine détermine et pose ses propres conditions d'utilisation que l'utilisateur est obligé de suivre. Donc si le banquier a besoin de bouffer, qu'il soit avare ou pas, il fera tourner le système qui a été préconçu pour lui. Jacques Ellul nous explique que la machine dilue la responsabilité suffisamment pour la rendre indolore. Il appelle donc à créer une éthique de la machine, l'éthique classique étant devenue
impuissante à l'homme qui est pris dans les filets du système technicien. Avec l'éthique classique, on ne sait pas comment réagir face à une machine. Avec l'éthique classique, on sait comment nous réagir face à une situation. Mais on ne sait pas réagir face à la machine pour cette raison-là. Imaginons que vous êtes face à une machine, vous appuyez sur un bouton et vous tuez quelqu'un, sauf que vous ne voyez pas ce quelqu'un. Ou alors on peut prendre l'expérience de Milgram, où on a fait électrocuter des faux acteurs, enfin vous chercherez, pas le temps de détailler non plus tout. Est-ce mal d'appuyer sur le bouton en soi? Est-ce qu'appuyer sur ce bouton sans en connaître les conséquences est mal? Cette question, l'éthique classique ne sait pas y répondre. Ce thème est lui aussi omniprésent chez Tolkien, à travers les anneaux de pouvoir. Le seul moyen de retrouver la paix, vous le noterez, c'est de détruire l'anneau unique. Il n'y a pas de possibilité de l'utiliser sans subir sa corruption. L'anneau est ce qui fait tenir les fondations de Barad-dûr. Donc pour ceux qui connaissent mal Tolkien, c'est la tour avec l'œil de Sauron au-dessus, qui est une imitation, et là chez Tolkien, rien n'est innocent chez Tolkien, c'est un linguiste exceptionnel avant tout. Imitation elle-même d'Angband, en fer d'acier, la forteresse de Melkor. Donc Melkor, c'est un peu Satan, c'est l'ange déchu de chez Tolkien. Le pouvoir de l'anneau corrompt Saruman et le pousse à changer l'Isengard en zone industrielle. Le pouvoir de l'anneau aurait même pu corrompre Frodon, incarnation chez Tolkien, du vieux paysan anglais de l'agriculture, plus haute activité humaine chez Tolkien, qui finit par s'en libérer en le détruisant. Troisième enseignement, l'utilisation d'une machine n'est pas moralement neutre, mais ambivalente. Et Lull le martèle dans tous ses livres, limite à tous ses chapitres. Toute utilisation d'une machine est ambivalente. On ne peut pas séparer le bon du mauvais. L'éthique classique est obsolète et il convient d'être très prudent pour ne pas être piégé par la dilution de responsabilité. À terme, une nouvelle éthique est nécessaire. Quatrième partie. Take a look at the toys around you, right before your eyes. The toys are real. Regardez autour de vous, les jouets qui y a autour de vous. Devant vos yeux, ces jouets deviennent réels. Il est très périlleux de traiter la machine comme un jouet. Elle n'a pas l'innocence, et cela pourrait se retourner contre nous. Elle n'a pas l'innocence des jouets, ce n'est pas un jouet. Et la machine est quelque chose qui pose ses déterminismes au monde. Nous l'avons vu plus haut, il n'est pas possible d'utiliser une machine en dehors des limites posées par son concepteur. Maintenant, l'équation est quand même largement simplifiée. Si l'utilisateur est capable d'être au moins partiellement concepteur de cette machine, à la limite, un vérificateur conscient, capable de distinguer les promesses publicitaires du fonctionnement réel. C'est particulièrement vrai à l'ère numérique. Le concepteur peut désormais changer le fonctionnement d'une machine après son acquisition par l'utilisateur, sans en informer ce dernier. La Tesla Model S, vous pouvez passer à la version au-dessus juste en payant un supplément, et Tesla, à distance, débride la voiture. Là, il vous informe. Les conditions d'utilisation de Facebook, il vous informe à moitié. Là aussi, ils peuvent le changer. Bien après que vous ayez commencé à utiliser le produit, il change. Ce point est souligné par Richard Stallman, pionnier du logiciel libre. Pour lui, si nous ne sommes pas libres de pouvoir lire, éditer et partager le code source à l'origine d'un logiciel, celui-ci nous prive en réalité de notre liberté. Il ne nous appartient pas vraiment d'ailleurs. Le raisonnement de Stallman rejoint celui d'Ivan Illich sur la convivialité. Un outil est dit convivial par Illich s'il est détournable, à savoir si l'utilisateur est affranchi de la volonté du concepteur dont on parlait plus haut. Vous prenez un marteau, c'est un objet assez simple, assez basique, vous pouvez le démonter, remettre un autre manche plus long, changer la tête, c'est convivial. Prenez Facebook, est-ce que vous pouvez toucher la moindre pièce à Facebook? Non, donc ce n'est pas convivial. Un logiciel qui fonctionne comme une boîte noire sans qu'on puisse lire, modifier et redistribuer le code n'est pas convivial. Richard Stallman dirait avec son excellent accent de communiste anglo-saxon, il est privateur. Prenons l'exemple d'un moteur de recherche qui choisirait secrètement de ne pas référencer certaines opinions politiques. Ça n'est jamais arrivé. Nous ne pouvons rien faire. Ce raisonnement peut être étendu à toute machine, donc pas seulement numérique, dont il n'est pas possible de connaître le fonctionnement, de modifier ou de partager ces modifications. Gilbert Simondon fait de cette opacité des objets, ainsi que de l'inculture technique, les causes du consumérisme d'un côté et de l'accaparement du pouvoir par une élite technicienne, les experts, de l'autre. Chez Illich, c'est l'intelligibilité qui sépare la machine de cet hybride qu'il appelle la machine-outil, qui reste encore convivial chez lui, donc détournable, donc utilisable en connaissant les conséquences. Le quatrième enseignement, c'est qu'utiliser une machine qu'on ne peut pas comprendre, soit car elle est opaque, soit car nous manquons de formation, c'est faire une confiance aveugle à son concepteur. Est-ce qu'il le mérite? Cinquième enseignement, cinquième couplet d'abord. Midnight Confessions, never heal the soul. What you believe is fantasy. L'homme est un animal spirituel, nous dit Al-Jadj. La nature a horreur du vide, et en l'absence de spiritualité, l'homme se tourne vers des idoles, les idoles les plus puissantes du moment. Et Lull disait que le problème n'est pas la technique, mais le sacré transféré à la technique. S'il y a une phrase à retenir, c'est celle-ci d'Ellul. Le problème n'est pas la technique,
mais le sacré transféré à la technique. Voici l'idole du moment. L'homme est tellement profondément un animal religieux que son état mental dépend de ses croyances. Le bilan de cette religion technicienne est sans appel, les sociétés industrielles sont de véritables pathocraties, et les mêmes symptômes se retrouvent universellement dans les sociétés dites développées, et progressivement dans les sociétés en développement. On va utiliser encore une fois Tolkien, qui nous présente une figure très intéressante, un peu dans le Hobbit, beaucoup dans Seigneur des Anneaux, c'est la figure de Gollum. Gollum, c'est la personnification de l'homme moderne malade de la machine. Comme je vous disais, l'anneau unique est pour Tolkien une machine. Elle représente la machine, c'est un symbole de la machine. Vous verrez Gollum, la machine l'a rendu quantitativement meilleur. Il vit très longtemps, possède une habileté et une force hors du commun. Bon, c'est mal rendu dans le film, mais c'est dans le livre, c'est écrit comme ça. Et sa relation exclusive à l'anneau l'a libéré des passions purement humaines. Il mange quand il a faim, il n'a pas de libido. Mais Gollum est-il seulement encore humain ? Sa relation exclusive et totalisante à l'anneau le rend incapable d'une relation désintéressée avec une autre créature. Sa santé mentale est étroitement dépendante d'un artefact qu'il vénère au point de le chercher jusqu'au bout du monde et à tuer son frère pour lui, Déagol. L'anneau le possède autant qu'il possède l'anneau. Même l'amour de Frodon, qui voit en lui une créature pétrie de bien et de mal comme nous tous, n'arrivera pas à le sauver, il refuse cet amour. Cinquième enseignement, c'est que la technique est bien l'idole des sociétés modernes. Il ne sera pas possible de la remettre au service de l'homme tant que celui-ci la vénérera comme une idole. Attention cependant à ne pas que cette idole, une fois mise au bas de son piédestal, soit remplacée par une pire. On sort de mon sujet ensuite. Sixième couplet. Your past is your future, left behind, lost in time, will you surrender? Donc, vous noterez un paradoxe dans les sociétés modernes. Plus le progrès technologique avance, plus les fers de lance de ce progrès vont chercher dans un passé ou dans une nature fantasmée la solution à leur mal-être. Les cadres supérieurs se convertissent massivement au véganisme. Les patrons de la Silicon Valley mettent leurs enfants dans des instituts Steiner, dans des trucs assez bizarres où il n'y a pas une tablette, il n'y a pas un brin de numérique. Les communautés amish n'ont jamais été aussi nombreuses. Donc les amish, c'est ces protestants qui refusent le progrès. Enfin, ils refusent pas le progrès, ils sont assez bizarres parce qu'ils veulent avoir un siècle de retard sur le progrès. D'ailleurs, le frigo commence à apparaître chez eux. Ils ont un siècle de retard, ils veulent se donner le recul nécessaire pour analyser une société sans doute. Et le nudisme est une pratique en hausse, quand on parlait de nature fantasmée ou de fantasme de la nature. L'hypocrisie serait une explication possible, mais bon, ce serait un peu bas, c'est sans doute pas la seule. Un réel malaise est présent, et son caractère diffus explique qu'il prenne la forme d'une inquiétude et d'un prurit métapolitique sans jamais aboutir au rejet complet de la société industrielle. Avant l'invention de la méthode scientifique, les nouvelles techniques étaient découvertes de manière empirique. Les connaissances théoriques suivaient. L'arbalète et le trébuchet furent inventés bien avant la théorisation de la mécanique. La cadence était donnée par les sociétés humaines qui pratiquaient une digestion sociale des techniques. Les techniques qui n'apportaient rien de bon étaient mises à l'écart. Les autres étaient lentement assimilées au sein de structures sociales, un peu comme une couche protectrice qui atténuait les mauvais effets de ces techniques et promouvait les effets utiles. L'exemple le plus typique, souvent cité par les archéologues et les anthropologues, c'est la roue, qui était connue des Égyptiens, mais qui est restée inutilisée avant le Nouvel Empire, pour des raisons religieuses, mais pas seulement. Pour des raisons religieuses, car pour eux, la roue était un symbole divin, c'était la roue solaire, donc qui représentait Horus, et on n'allait pas mettre le dieu solaire sous le carrosse, sous les charrettes, ça aurait été un sacrilège. Mais c'est également qu'ils n'en avaient pas besoin, et que pour eux, ils voyaient plus d'inconvénients, l'accélération du temps notamment, que d'avantages. Cela pourtant n'a pas empêché les Égyptiens d'être la civilisation la plus avancée de leur temps, d'ériger les pyramides, selon une méthode aujourd'hui encore inconnue. C'est pas incompatible de se limiter dans certains choix techniques et d'être très avancé. Au XVIIIe siècle s'est produit un changement, un mariage heureux, entre la technique et la science. Vous retrouverez souvent ça sous le vocable de technoscience chez des penseurs de gauche, c'est de ça que je vais parler. L'empirisme a cessé d'être le principal moteur des avancées technologiques et le chemin normal d'une technique part désormais des laboratoires de sciences fondamentales pour cheminer à travers les laboratoires de sciences appliquées puis les laboratoires de R&D qui produiront une technique nouvelle. Les peuples ont donc été dépossédés de leur capacité d'inventer et les concours Lépine sont une dernière relique d'un temps aujourd'hui disparu. Le rythme des mutations n'est pas décidé par les peuples quand ils y sont prêts, mais par l'industrie, au rythme le plus rapide possible, question de compétitivité. Cette injonction au progrès perpétuel a gavé le corps social. Je parlais de digestion sociale, le gavage n'est pas une mauvaise image. Dans la société industrielle, la lenteur de l'assimilation naturelle des techniques est un frein qu'il fallait faire sauter pour mettre en place le capitalisme. Dans un second temps, le corps social, devenu gênant parce qu'il fallait des consommateurs atomisés, a même été pulvérisé. Les ludites de tout poil étaient devenus gênants.
L'individu consommateur est beaucoup plus malléable, il râle beaucoup moins, et puis surtout, dès qu'il râle, il râle seul, il ne râle pas en groupe, il ne peut pas s'organiser. Les techniques néfastes ne sont donc plus rejetées, et les mauvais effets des techniques ne sont plus atténués par des pratiques sociales appropriées. Tout cela faute d'abord de corps sociaux existants, il n'y a plus de corps sociaux, mais aussi faute de temps. La cadence est trop rapide pour cela. Pour reprendre mon image de digestion sociale, si vous êtes, imaginons, comme les vieux qui passaient l'âge de la retraite font un banquet le midi, puis tout l'après-midi jusqu'au soir, le lendemain vous vous sentirez très très mal, vous vous sentirez vraiment avec une crise de foie, vous aurez mangé toute la journée, votre corps n'aura pas le temps d'évacuer. C'est exactement la même chose pour les techniques. La capacité naturelle des sociétés à s'approprier les techniques pour en créer de nouvelles a été perdue, laissant le monopole de l'innovation aux États et aux grandes industries. Bref, à ce qu'on appelle le système technicien. Effrayés par la vitesse d'un train sur lequel ils n'ont aucun contrôle, certains choisissent d'en descendre, se condamnant à un retard technologique qui est aujourd'hui signe de mort sociale. Le fondateur de la cybernétique, Norbert Wiener, disait que le propre de la politique est de définir les espaces. Espace des hommes et espace des machines, notamment aujourd'hui. La politique est le propre de l'homme, la machine en est incapable. Comme les idéologies, sa logique est totalisante. Vous lui donnez ça, elle prendra ça. Sans volonté politique, elle aura tendance à coloniser tous les espaces, donc à réduire la capacité de l'homme à limiter son avancée. Plus le temps avance, plus la volonté politique nécessaire pour résister à la technique est grande. C'est un cercle vicieux. 6e enseignement, quand un groupe humain perd le contrôle du temps, du politique ou des deux, la technique s'impose à elle irrémédiablement. Loi qu'on gave n'a pas plus le loisir de décider du contenu de son repas que de la cadence. Faire société est du domaine du politique, retrouver le temps est du domaine religieux. 7e couplet. Deliver us to evil, deny us of our faith, robotic hearts bleed poison on the world we populate. Mon exposé va vous parler sans doute assez désincarné, assez vaporeux et donc assez malhonnête si je parle sans arrêt de machines, de techniques et de déterminisme, sans parler des hommes qui animent le système. Vous l'aurez sans doute noté, l'IA forte n'existe pas encore. Il faut donc des humains pour innover, produire, consommer et écrire des conférences sur la nuisance que représentent les machines. Theodore Kaczynski, dit Unabomber, c'est un terroriste américain, vous chercherez, dresse un portrait assez sévère de l'homme moderne, assez proche de l'analyse d'Anders, dont il a peut-être pu s'inspirer, j'en sais rien. Au-delà de son analyse brutale mais drôle du gauchisme moderne, dont je pourrais peut-être lire des extraits si nous avons le temps, il développe une thèse sur ce qu'il appelle le processus d'auto-accomplissement. Dans certaines traductions, c'est le processus de pouvoir, c'est la même chose. Pour lui, l'homme a besoin de buts qui nécessitent des efforts pour être atteints. Il a besoin d'en atteindre quelques-uns, avec une dose d'autonomie dans l'accomplissement de sa tâche. Je répète parce que la phrase est un peu compliquée. L'homme a besoin de buts qui nécessitent des efforts pour être atteint, et il a besoin de quand même en atteindre quelques-uns pour ne pas devenir dépressif, avec une dose d'autonomie pour les atteindre. Les buts ne disparaissent vraiment jamais, la pyramide de Maslow en fournit toujours de nouveaux à mesure que les besoins les plus bas, les besoins primaires puis secondaires sont comblés. L'autonomie, le succès et l'effort, en revanche, peuvent disparaître. Dans les sociétés industrielles, les besoins primaires des populations sont satisfaits par le système sans aucun effort, que ce soit en restant dans un bureau et en faisant preuve d'obéissance ou en touchant le RSA. Il n'y a pas beaucoup d'efforts à fournir, enfin, vous m'avez l'air bien nourri, il n'y a pas non plus un gros effort à fournir. Le processus d'auto-accomplissement est donc déporté sur ce que Kaczynski appelle des activités de substitution. Qu'est-ce qu'une activité de substitution ? Pour en reconnaître une, vous vous posez la question suivante. Si la personne devait elle-même subvenir à ses besoins primaires, abandonnerait-elle cette activité sans trop en souffrir ? Par exemple, si je devais me nourrir, parce que je suis en fin fond de la campagne, que la société moderne s'est écroulée et que je dois aller cultiver des patates ou chasser pour me nourrir, est-ce que je m'amuserais à écrire ce cercle ? Si la réponse est non, c'est qu'écrire ce cercle est une activité de substitution. Aucune connotation péjorative, une activité de substitution peut être parfaitement civilisatrice. Je veux dire, on est bien content de nourrir des gens, des infirmières, on est bien content de nourrir quelques intellectuels, pas dire tous. Donc ça peut être profondément civilisateur, c'est pas le problème. En font partie notamment les travaux scientifiques, l'exploit sportif, l'action humanitaire, la création artistique et littéraire, la fornication effrénée, quand elle n'est pas à but de reproduction ou de recherche d'amour, la réussite professionnelle, l'accumulation d'argent au-delà du nécessaire, et le militantisme lorsqu'il ne concerne pas les intérêts directs du militant. Par exemple, les bourgeois blancs qui se battent pour les intérêts des opprimés ES. Kaczynski note que l'activité permettant de satisfaire les besoins primaires cesse une fois que ces besoins sont satisfaits, au contraire de l'activité de substitution. Le primitif qui part chasser cesse de le faire une fois que la pitance est assurée pour sa communauté. Le chasseur du dimanche chasse tant qu'il trouve son plaisir. Et ça peut être très long avant que ça nous gave.
De même, le scientifique continue de chercher indéfiniment. Son activité de substitution n'a d'autre but qu'elle-même. Couplée à l'impératif de productivité du capitalisme, le résultat est un culte de l'efficacité et de l'organisation dont le manager est l'incarnation la plus complète. Ellul appelait d'ailleurs l'organisation, la technique suprême. La substitution des métiers par les compétences, orchestrée par le manager, illustre bien cette primauté de l'organisation sur toute chose. L'interchangeabilité des éléments est plus importante que les éléments eux-mêmes, leurs compétences, leurs talents ou ce qu'ils apportent. Adjadj, toujours lui, note une régression des techniques, au sens de la technique du forgeron ou de celle du handballeur, au profit de la technologie. Le sujet est trop souvent irremplaçable. Un bon forgeron est très dur à remplacer. Il a une patte, il a une griffe, qui fait qu'il est très dur à remplacer par quelqu'un de lambda, et dépossédé de son savoir-faire au profit de machines qui, elles, sont réparables et remplaçables et reproductibles. La réduction des compétences permet de réduire le coût de remplacement d'un agent humain à un poste donné, formation, immersion, automatisme. L'aboutissement de cette logique, nous le vivons déjà un peu. Il s'agit, là, désolé pour les anglophobes, de ce que Gunther Anders appelle la Push Button Society, la société des pouces-boutons. Une société où l'homme est réduit à son seul rôle de producteur-consommateur remplaçable, les deux actions s'effectuant sans aucun effort en appuyant sur des boutons. Le smartphone en est l'exemple. L'outil est hyper complexe pour mieux masquer l'absence complète d'âme humaine. Je ne sais pas si on a le temps, mais on l'écoutera peut-être à la fin, cette magnifique chanson des Pink Floyd, Nobody Home. On utilise des messageries de plus en plus sophistiquées pour masquer que l'on ne sait plus tenir une conversation. Pire, quand la technique crée un problème, l'homme moderne a immédiatement le réflexe d'utiliser la technique pour le résoudre. Nicolas de Gomez Davila disait avec son humour habituel, la technique crée plusieurs problèmes complexes à chaque fois qu'elle résout un problème simple. C'est assez éloquent. L'exemple ultime est à trouver outre-Atlantique où des gens rendus obèses par une nourriture hyper transformée se meuvent sur des chariots électriques, passent régulièrement chez le chirurgien pour éponger leur excès adipeux et utilisent des centaines de médicaments pour contrer les effets délétères de leur alimentation. Il y a un problème technique résolu par d'autres techniques qui créent d'autres problèmes. Le mal est aussi vu comme un problème d'ordre parfaitement technique, parfaitement séparable de l'homme par des mesures techniques. Si on surveille l'homme pour l'inciter à la vertu, que l'on chasse la haine des réseaux sociaux et des moteurs de recherche, il finira par devenir bon. La mort, la maladie, aucune souffrance n'a de sens dans le monde technicien. La souffrance est un problème à résoudre comme les autres. Le technicien refuse que la souffrance puisse être volontaire ou avoir un sens quelconque. Dans un formidable petit essai théologique, l'abbé Rigaud appelle les chrétiens du XXIe siècle à faire de la privation des machines un ascétisme moderne, une pénitence s'ajoutant au jeûne et à la prière. Labourer à la main plutôt qu'au motoculteur, renoncer à la voiture pour les petits trajets, rencontrer des gens plutôt que de leur téléphoner, bref, recréer un dialogue avec le réel. C'est sans doute ça le 7e enseignement que je vais donner de ce cercle. Se libérer des machines, c'est d'abord chercher à tout prix d'autres solutions que la technique à nos problèmes. Ne pas céder à la facilité du raisonnement technicien. C'est parfois aussi accepter qu'un problème puisse être moins grave que la solution qu'il requiert pour être résolu. Le mieux est l'ennemi du bien. 8e, je vous rassure, c'est l'avant-dernier couplet. 8e couplet. Virtual existence with a superhuman mind, the ultimate creation, destroyer of mankind. Le concept de singularité désigne le moment où l'intelligence artificielle supplantera l'intelligence humaine, rendant l'homme obsolète. C'est un concept qui date pas des transhumanistes, même si on l'entend beaucoup dans leur bouche. C'est un concept qui date de John von Neumann. Théorisé dans les années 50, il constitue aujourd'hui une véritable espérance religieuse pour les transhumanistes. Pour Jean-Claude Guilbeault, la singularité est l'aboutissement de la logique technicienne décrite par Ellul. Les techniques humaines, universellement présentes dans l'histoire, ont muté quelque part autour du 19e siècle en un système technicien autonome dont on a déjà parlé, dont l'aboutissement, au final, est la singularité. On rejoint quelque part une espèce soit les prophéties de New Age, soit les prophéties de Teilhard de Chardin, qui voit l'homme comme une étape. Pour lui, il y avait le minéral, puis il y a eu le végétal, puis le végétal, puis ensuite une unité de pensée qu'est l'homme, ensuite l'animal, puis l'unité de pensée qu'est l'homme, et puis au-dessus, il y a le Christ cosmique. On sera tous dans une espèce de grande sphère, avec un cerveau, tous nos cerveaux seront connectés, et on ne fera plus qu'une seule intelligence. Voilà un peu les prophéties qu'on retrouve dans ces milieux, pour vous donner une petite idée. Voilà un peu ce que c'est la singularité finalement. Les 7 lois qu'Ellul a tirées de sa vie à étudier la technique, donc ce qu'Ellul appelle les 7 lois du système technicien, les 7 lois qu'on peut déduire en étudiant la technique, finalement, vu que la singularité est l'aboutissement du système technicien, peuvent nous permettre de déduire les caractéristiques du monde que nous promettent les transhumanistes. La première loi, c'est la rationalité.
Tout ce qui n'est pas mesurable dans le système technicien n'a aucune valeur, y compris dans des domaines où la mesure est censée n'avoir aucune prise, car le technicien nie l'existence de tel domaine. Tout ce qui n'est pas mesurable est nié. Donc toute transcendance, tout spirituel et même toute tradition, y compris au sens le plus strict d'être ce qui a fonctionné. On ne mesure pas ce qui a fonctionné, ça a fonctionné, voilà. Deux biais sont évidents. Le mesurable dépend des outils du moment. Second biais, ça ne prend pas en compte les interactions, mais seulement les éléments individuels. La singularité sera donc rationaliste et rigide à l'extrême. Tout ce qui n'entre pas dans ces capteurs sera nié ou détruit. La seconde loi de la technique, c'est l'artificialité. Autrefois source d'inspiration pour le contemplatif, la nature est une gêne pour le technicien. Pourquoi ? Car la nature fonctionne mais avec son ordre propre. Cet ordre n'entre pas dans la grille de lecture du technicien. Tout est interconnecté dans la nature. Rien ne peut être pris isolément. Rien ne peut être donc mesuré car rien n'a de but. Il n'y a rien qu'à de but dans la nature. Les objets techniques ont une fonction. Leur nom le traduit d'ailleurs, machine à écrire. La nature est d'un autre ordre. La fonction des choses n'est pas discernable. Une rose n'a pas de fonction. Et quand on essaye de trouver une fonction à la rose, ce sera toujours une fonction par rapport à un système qu'on a nous-mêmes défini, pas par rapport à la nature. Une rose dans un jardin peut avoir la fonction de chasser telle espèce animale ou de sentir bon. Mais on s'est nous-mêmes inventé le système dans lequel on définit une fonction. Ne comprenant pas la nature, le technicien artificialise. Il prend la nature en ce qu'il peut la comprendre. Un réservoir de matériaux. Il en extrait ce qui l'intéresse, en détruisant un ordre qu'il ne comprend pas, et reconstruit ses propres formes. Déduction, la singularité n'aura aucune pitié pour la nature, vue comme un simple stock de matière et d'énergie. Il y a une dystopie qui est assez marrante, c'est une petite nouvelle que vous trouvez facilement sur internet. C'est le scénario Paperclip. Paperclip, c'est les trombones. C'est un scénario pour dire que l'IA n'a pas besoin d'être forte pour nous détruire. Qu'une IA stupide mais surpuissante peut nous détruire tout autant. C'est quoi ? C'est de dire, imaginons qu'on prenne une IA qui ait une puissance extrêmement forte, une intelligence artificielle extrêmement forte, mais bon, c'est pas une IA forte non plus, quoi. Elle n'a pas ce qui fait l'IA forte, elle n'a pas une pensée humaine. On lui a donné pour but à sa création de créer des trombones. On n'y a dit que ça, créer des trombones. Cette IA, imaginons qu'elle ait des robots avec elle, qu'elle ait de la puissance de calcul. Qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va finir par transformer tous les atomes du monde entier en trombones. Vous chercherez une petite dystopie, elle est assez marrante à lire. Le monde va être changé en tas de trombones, et les humains vont être tués pour faire des trombones. Troisième loi que Ellul a définie pour la technique, l'automatisme. Alors que la politique est une affaire de volonté et de choix, la politique, c'est quand on veut, on peut. Pas qu'il y ait des lois, bien sûr, mais je grossis le trait. La technique, elle, c'est l'inverse. Elle n'obéit qu'à la loi de la possibilité. Quand on peut, on veut. La GPA est possible. Elle est donc un droit inaliénable dans le système technicien. J'en déduis que la singularité n'obéira pas aux injonctions politiques. Quand on peut, on veut. Quatrième loi de la technique, l'auto-accroissement. La technique n'avance pas par grands bonds visibles, mais par millions de petites améliorations continues. Quand un chercheur valide ou invalide une hypothèse, c'est l'ensemble du système qui le fait avancer. Toute barrière, tout manque de communication entre les chercheurs est une erreur qui devra être supprimée un jour par les avancées de l'organisation. Ce qui rend inéluctable une innovation, c'est qu'elle n'est qu'un point de rencontre entre plusieurs améliorations. Les innovations ne peuvent pas être prédites et doivent être toujours régulées a posteriori. La singularité, c'est pareil, elle ne pourra être régulée qu'a posteriori. On ne pourra pas réguler la singularité avant qu'elle arrive. Cinquième loi de la technique, l'insécabilité. L'usage est inséparable de l'être dans la technique. Une technique est une potentialité, on peut faire quelque chose avec cette technique, et ces usages ne sont pas dissociables. L'exemple le plus décrié, à l'époque où Ellul a écrit, c'est le nucléaire, dont les applications militaires sont indissociables des applications civiles, car l'ensemble des techniques nécessaires est sensiblement le même. Il n'y a pas beaucoup de différence entre faire une centrale nucléaire et faire une bombe. Pour caricaturer, une centrale nucléaire, c'est une bombe qui explose très lentement. Pour caricaturer grandement. J'en déduis qu'il n'y aura pas de bonne et de mauvaise singularité. Tous les possibles seront réalisés en même temps, lorsque la singularité arrivera. Terminator, comme l'IA bienveillante qui va assurer notre bonheur. Sixième loi de la technique, l'enchaînement. Lorsqu'une technique est découverte, elle interagit automatiquement avec les autres et permet de découvrir de nouvelles techniques. Une fois découvert, le laser a permis de nouvelles expériences scientifiques, donc de découvrir de nouvelles techniques. Ce qui veut dire qu'on ne pourra pas prendre l'escalier de la singularité sans dévaler toutes les marches. Septième loi, et dernière loi de la technique, l'universalisme. L'interconnexion mondiale fait de l'efficacité une nécessité pour la puissance. La puissance des États ou la puissance des entreprises fait que c'est nécessaire d'utiliser la technique. Pourquoi ? Car l'efficacité est la technique, et la technique est l'efficacité, il n'y a pas d'autre définition. L'ensemble de ces lois s'applique donc à l'ensemble des peuples progressivement. Et on retrouve ça dans le vocabulaire. Un peuple développé, un peuple en développement.
un peuple arriéré, non développé, les sauvages, quoi, voilà. Ça se retrouve dans ce mépris du vocabulaire technicien. Ce qui veut dire quelque chose d'assez inquiétant, c'est que si la singularité s'avérait ne pas être une bonne idée, il ne restera nulle part où fuir. L'effondrement de l'Empire romain à côté était une catastrophe purement locale. 8e enseignement, la technique est un système environnant autonome, je l'ai dit au début, et Ellul le dit tout le temps, qui suit ses lois propres et qui aboutit à un résultat connu d'avance. Son aboutissement, c'est cette fameuse singularité. Tant que l'homme joue le jeu, tant que l'homme se contraint à obéir aux règles de la machine, le jeu continue. Même si l'inspiration qui était au départ l'initiatrice de cette technique avec un grand T a disparu depuis. On ne philosophe pas et on ne pense pas pareil que nos aïeux du 19e. Pourtant, le jeu continue et on s'y est adapté. Notez, petite parenthèse, que chez Tolkien, Saruman le blanc, devenu Saruman le multicolore ou Saruman aux multiples couleurs selon les traductions, a été corrompu par Sauron, mais qu'il fonctionne de son propre chef selon sa logique propre. Dernier couplet et donc dernière partie. Termination of our youth, for we do not compute, no. Nous modelons nos enfants, non pas à être des hommes libres, mais à servir la machine en esclaves. Dans l'ensemble des pays industrialisés, l'éducation est assurée par une école d'État qui uniformise les programmes, rationalise les enseignements et remplace les humanités par les disciplines techniques. L'institution scolaire partait comme d'habitude d'un bon sentiment. Bon, vous savez de quoi l'enfer est pavé dans le dicton. Rendre plus efficace la transmission des savoirs. Aujourd'hui, l'échec est net. L'arrivée de plus en plus de technologies avec les neurosciences et les tablettes dans les écoles ne fait qu'empirer le problème, et toute nouvelle technologie introduite à l'école ne fera que l'empirer, c'est une certitude. Laurent Alexandre, qui pourtant n'est pas ce qu'on appelle un technocritique, ne cesse de répéter que si l'IA menace nos emplois, l'intelligence artificielle, c'est parce que nous formons des petits robots, non des enfants humains. Et sur le segment de marché du robot, effectivement, la machine est beaucoup plus compétitive que ne le sera jamais l'humain. Le chemin que prend l'école était déjà décrit par Ivan Illich dans Une société sans école. Quand une société remplace une fonction existante par une institution centralisée, dont la logique est de rendre plus efficace cette fonction, on obtient ce qu'il appelle la contre-productivité. Contre-productivité qui augmente à la mesure de l'obésité de l'institution. Autre effet, cette institution crée un monopole radical, autre terme de chez Illich, qui empêche toute solution alternative d'émerger d'en bas. Ça sonne un peu maurassien, il y a des rapprochements à faire effectivement. Revenons sur ces deux notions de contre-productivité et de monopole radical. C'est vrai qu'Illich a l'art de faire des mots qui font peur, mais qui en fait sont très limpides dès qu'on les explique. Illich a défini la contre-productivité de manière empirique. Il constate que lorsqu'une institution remplace une fonction exercée précédemment par un tissu social, cette institution va dégrader la qualité de cette fonction en tentant de la rationaliser. Le mieux est l'ennemi du bien toujours. L'exemple de l'école est criant. La massification a transformé d'abord les maîtres d'école, qui étaient des maîtres, des magistères au sens ancien, en fonctionnaires d'État, puis en simples accompagnateurs, obéissant à un programme prédéfini. La personnalisation organique, le vivant, est remplacée par une standardisation mécanique. Illich cite aussi un second exemple dans Némésis médicale, un autre de ses grands livres, c'est la santé. Déjà à son époque, l'institution médicale créait bien plus de maladies, alors lui il appelle ça les maladies iatrogènes, qu'elle ne résolvait de problème. Qu'est-ce qu'une maladie iatrogène chez Illich? Alors comme d'habitude, les termes d'Illich sont imbitables, mais c'est très clair derrière. La maladie iatrogène, c'est une maladie qui naît à cause de l'institution hospitalière. Ça désigne autant les maladies nosocomiales, donc ces maladies qu'on contracte en étant dans l'hôpital, que l'ensemble des actes médicaux décidés par injonction des professionnels de santé. Autrefois, on appelait le médecin quand quelque chose n'allait pas. Allô docteur, j'ai mal. Désormais, la médecine se charge de prévention, manne qui est rendue infinie par le progrès des instruments de diagnostic. Effectivement, plus on regarde, plus on a une grosse loupe, plus on voit de problèmes. Les institutions étant trop grosses pour tomber, too big to fail, comme disent les anglo-saxons, comme les banques en fait, leur logique de survie économique les force à être de plus en plus totalisantes. Je prends une anecdote qui est très récente. Je suis allé chez le cardiologue ce matin. Alors pourquoi est-ce qu'à 24 ans je vais chez le cardiologue? Parce qu'il y a un décret qui est passé qui rend obligatoire l'électrocardiogramme si on veut pour la délivrance de certificats médicaux pour l'aptitude à certains sports. Voilà. On va découvrir des malformations cardiaques mineures qui n'auraient sûrement rien donné à des gens en parfaite santé. L'autre exemple, c'est certains cancers qui n'ont aucune chance de développer mais qui sont enlevés quand même
ce qu'on verra. Ou encore un autre exemple, et d'ailleurs que Illich a refusé en décidant de mourir de son cancer, c'est qu'on va soigner des gens qui ont 80 balais avec une chimiothérapie qui va leur diminuer leur espérance de vie plus que de garder le cancer. Je vais paraphraser une phrase que vous avez peut-être entendue. Une institution grandit pour répondre à la contre-productivité croissante d'une institution grandissante. Plus une institution grandit, plus elle est contre-productive, donc plus il faut d'efficacité qui la rend encore plus contre-productive qu'elle n'était. Quand en plus on ajoute à ça le monstre aveugle qu'est l'État moderne, on finit par obtenir un monopole radical sur l'ensemble du secteur couvert par cette institution. Qu'est-ce qu'un monopole radical ? Alors ça a peu à voir avec le concept de monopole, sinon qu'Illich tente par le monopole radical de dépasser la vision naïve des libéraux qui pensent qu'une concurrence libre et non faussée nous préserve des monopoles. Un monopole radical, c'est ce qui survient quand une institution, par sa seule existence, gêne fortement ou interdit l'usage des techniques qui l'a précédée. En fait, l'institution empêche les gens de trouver leur propre solution au problème. Illich prend à son époque comme exemple les voies rapides, interdites ou dangereuses pour les véhicules plus lents, les vélos, les piétons, les charrettes. Un exemple plus politique serait sans doute l'éducation nationale, qui mène une guerre sans pitié contre l'enseignement libre. 9e et dernier enseignement, après je conclus, je vous fous la paix. Méfiez-vous d'une technique que l'on vous impose, des institutions obèses, des milliards injectés pour résoudre un problème créé ou découvert la veille, et de tout ce qui va vite en général. Éduquer les générations futures à ce qui ne passe pas, et non pas aux derniers gadgets. Il va être le temps de conclure. Je ne vous ai pas encore parlé du refrain. There's another side of heaven, this way to technical paradise. Find it on the other side when the walls fall down. Il y a un autre côté du paradis, par là, regardez bien, il s'appelle le paradis technicien, qu'on trouve de l'autre côté quand toutes les barrières auront été abattues. C'est un messianisme, la technique est un messianisme. Je pense avoir fait un tour d'horizon assez complet des déterminismes posés par la technique, même si effectivement il y en a un que j'aurais bien aimé évoquer mais qui aurait été beaucoup trop long et qui mériterait un cercle à lui tout seul, c'est la problématique de l'énergie. Je n'en ai pas parlé, là je vous invite à écouter Jean-Marc Jancovici qui en parle très bien, j'ai pas le temps. J'ai cité des auteurs extrêmement divers de tout bord politique. Mais avant de vous laisser, je souhaiterais vous conclure quand même par un petit développement afin d'équilibrer un peu cette conférence aux airs de réquisitoire. C'est vrai que ma conférence a un biais quand même. C'est que je vous ai récité une litanie de déterminisme sans évoquer la marge de manœuvre qui nous reste. Donc je vais remettre un peu d'optimisme, on va dire, dans ce cercle. C'est vrai que le tableau que je brosse donne un peu l'impression d'une machine implacable, et elle l'est, ne la sous-estimons pas, mais face à laquelle nous ne pourrons rien faire, ce qui n'est pas vrai. Au contraire, connaître les déterminismes d'un système, c'est être libre de poser des choix éclairés, donc libre de ce système. Si la machine nous détermine de plus en plus fortement chaque jour, elle est assez prévisible pour que des analyses datant de plus de 50 ans soient toujours valables aujourd'hui. Et Lull, Illich, Lusato et d'autres, ça a plus de 50 ans. Nous sommes foutus, mais pas complètement non plus. Briser les rouages de la technique, contrairement à ce qu'on en dit souvent, ce n'est pas revenir à l'âge de pierre, ni même sous l'Ancien Régime. Ne tombons pas dans la facilité d'un passé fantasmé. Il faut vivre avec son temps. Réfléchissez à ce que je viens de vous dire. Lisez peut-être les auteurs cités. Et pensez le monde de demain de telle manière que nous reprenions le contrôle de nos outils. Bernanos et Maurras voyaient la conquête de l'espace comme un moyen de créer un nouveau Far West où le génie humain pourrait s'épanouir sans ravager une devenue une terre trop exiguë pour nos machines. Et Lull prêchait une éthique de la non-puissance individuelle. Illich réfléchissait à la décroissance pour priver les machines de leur nourriture, l'énergie. Certains, comme Jancovici, pensent que cette décroissance va arriver de gré ou de force avec la raréfaction des énergies fossiles. Lusato et Kaczynski préconisaient un nouvel âge artisanal par opposition à l'âge industriel. L'un par transformation progressive de la société, l'autre par révolte violente contre les machines. Hadjadj comme Bergson appellent à remplacer le progrès mécanique par un progrès humain, afin de ne pas être à la remorque de nos créations. Chez les socialistes, on se plaît à imaginer une civilisation néo-athénienne, remplaçant les esclaves par les robots. Et Tolkien nous laisse en héritage la Comté et les Hobbits, vision impérissable de l'avenir pour ce vieil anglais. Tout n'est pas foutu si nous nous donnons la peine de libérer l'avenir et de remettre les machines à leur place. Je vous remercie.